Écoutez, bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Juliette Maillard-Sobieski, je suis présidente d'IESF Hauts-de-France et je suis ravie que vous soyez aussi nombreux, nombreuses, même si on devrait être normalement plus. J'espère que les autres personnes pourront nous rejoindre. Je vais passer la main à Michel Berdeloup qui va introduire, qui est notre référent PMIS, donc promotion des métiers de l'ingénieur et du scientifique dans notre association. Merci Juliette. Donc cette conférence qui s'intitule L'hydrogène, une énergie verte, va nous être présentée par Jean-Paul Reich. Donc Jean-Paul Reich est ingénieur arts et métiers. Il a rejoint la société Gaz de France en 1982. Il occupe dans un premier temps des postes dans la distribution, dans le transport et aussi dans le marketing. Et après 16 années dans le gaz naturel, au gaz au sens premier du terme, il s'oriente vers le développement opérationnel de l'électricité, toujours chez Gaz de France. Il a eu l'occasion de mener des projets d'installation de centrales électriques, de grosses centrales électriques. Ensuite, il rejoint le Centre Recherche-Innovation de gaz et énergie nouvelle, toujours chez Gaz de France. Après, donc, à sa 28 années passées chez Gaz de France, il passe, je dirais, chez Engie. Il va continuer sa carrière chez Engie en qualité de directeur scientifique. Donc là, moins dans des rôles opérationnels, plus dans des rôles experts de scientifiques. Et il a notamment, dans ce cadre-là, piloté un programme très ambitieux sur l'hydrogène. Depuis 2017, Jean-Paul est retraité, mais il reste extrêmement actif dans les domaines de l'énergie. Il est actif en tant que conseil expert au sein de différents conseils d'administration de sociétés du domaine de l'énergie, notamment l'énergie nouvelle. Il participe aussi à des conseils scientifiques de grandes écoles. Et il est actif aussi dans des groupements d'experts, dont notamment l'AFIPAC, l'Association française pour l'hydrogène et les piles à combustible, dans laquelle il a assuré la vice-présidence pendant 2 à 3 années. Donc, j'irai pour résumer, Jean-Paul Reich est un expert plein d'énergies au pluriel qui va maintenant se soumettre aux questions pertinentes de mon ami Francis pour nous développer, je dirais, tout ce qu'il sait, enfin une partie de ce qu'il sait sur l'hydrogène. Michel, de cette brève présentation de notre conférencier qui a aimablement accepté de nous entretenir de son sujet qu'il connaît parfaitement. Et je voulais simplement dire que si un petit virus invisible mais dangereux n'avait pas masqué depuis 1 an de nombreux sujets importants, un autre élément invisible et léger occuperait le devant de la scène. Je vais parler de l'hydrogène. Important, car il sera le pilier de la transition environnementale. Important, par les financements prévus dans le plan de relance européen. Quelques chiffres qui seront repris peut-être tout à l'heure, 5 milliards d'euros en Allemagne, 7 en France, 7 au Portugal, 300 milliards de dollars dans le monde. Donc, c'est quand même extrêmement important. Donc, avant de nous parler des projets, Monsieur Reich, dressez-nous un peu le portrait de cet étrange élément. Et en étant heureux de voir que notre processus d'entrée en séance vient de se débloquer, donc nous sommes déjà passés les 140, 150. Je vous laisse donc la parole, Monsieur Reich. Merci beaucoup. C'est vrai que quand j'avais accepté de faire cette conférence, je n'imaginais pas qu'on atteindrait ce nombre record de presque 500 personnes inscrites. Je pense que 500 personnes, c'est beaucoup de profils différents. Donc, je peux peut-être enfoncer des portes ouvertes pour les experts qui sont présents. Pour d'autres, ce sera peut-être un peu plus difficile d'accès. Je vais essayer d'être le plus pédagogique, le plus didactique possible. Alors, effectivement, l'hydrogène, peut-être qu'on va commencer par dresser le portrait robot, la carte d'identité de cet élément. Alors, voilà. Alors, l'atome, on va commencer par l'atome d'hydrogène lui-même. C'est l'élément numéro 1 du tableau périodique de Mendeleïev. C'est le plus petit élément que l'on puisse trouver dans la nature, enfin en tant qu'atome, puisqu'il ne comporte qu'un proton,
et un seul électron gravite autour de ce proton. En fait, on ne lui connaît que deux isotopes, un qui est le deutérium, qui a en plus un neutron assez rare, mais présent dans la nature, et l'autre, le tritium, qui est le seul isotope radioactif que l'on connaisse avec deux neutrons, avec une durée de vie très courte de 12 ans, et qui est le produit de réactions de fission nucléaire. En fait, c'est également l'élément le plus léger que l'on connaisse sous la forme d'atome, puisqu'il ne fait qu'1 gramme par mole, et c'est également l'élément le plus abondant dans l'univers. Mais sous cette forme, il est quasiment inexistant et quasiment inexistant sur Terre. Il est toujours associé soit à un autre atome d'hydrogène pour former le dihydrogène, qui va être le sujet de notre conférence et de ce soir, mais également à d'autres atomes comme le carbone pour former des hydrocarbures ou de l'oxygène pour former l'eau, qui va être aussi un sujet qu'on va aborder très largement ce soir. En fait, il peut être aussi associé à du soufre pour former un gaz comme l'hydrogène sulfuré, ou encore à de l'azote pour former de l'ammoniac, etc. Donc, si vous voulez, voilà un peu la carte d'identité de l'atome d'hydrogène. On va maintenant s'intéresser au gaz, qui est le dihydrogène. Alors, le dihydrogène, d'abord, c'est un gaz extrêmement léger, c'est le plus léger que l'on connaisse, il est 4 fois plus léger que l'hélium, il est totalement inodore, totalement incolore et absolument non toxique. D'ailleurs, pour la petite anecdote, probablement certains d'entre vous connaissent la COMEX, cette société française reconnue pour ses plongées extrêmes à très grande profondeur. Il faut savoir qu'à 500 mètres, les plongeurs de la COMEX respirent de l'hydrox, 98% d'hydrogène, 2% d'oxygène, jusqu'à ces pressions de l'ordre de 50 bars, le gaz toxique, c'est l'oxygène. Ce n'est pas un gaz à effet de serre. En fait, d'une manière générale, tous les gaz diatomiques, hydrogène, azote, oxygène, etc., ne sont pas des gaz à effet de serre. Pour avoir un effet de serre, il faut un minimum 3 atomes. CO2, 3 atomes, CH4, 4 atomes, NH3, 4 atomes, etc. Il se liquéfie à très basse température, à une température légèrement supérieure à celle de l'hélium, mais sa température de liquéfaction est de 20 Kelvin, c'est-à-dire 20 degrés au-dessus du zéro absolu, moins 253 degrés Celsius, à comparer à la température de moins 160 degrés pour la liquéfaction du méthane. C'est un gaz qui a une très large plage d'inflammabilité, puisque en fait, il s'inflamme dans l'air entre 4% et 76%, à comparer aux 4,4-17% du méthane. C'est pour ça qu'on a l'habitude de penser que l'hydrogène est dangereux, mais on y reviendra plus tard dans cette conférence. Il présente d'autres avantages qui fait que ce gaz, en fait, l'accidentologie liée à l'hydrogène est très faible. Il suffit de regarder toutes les bases de données. Vous verrez qu'il y a beaucoup de problèmes avec d'autres produits, même avec l'électricité, mais l'hydrogène, il y a finalement très peu d'accidents. Des fois assez spectaculaires, mais très peu d'accidents. Alors, c'est un gaz également qui contient énormément d'énergie, puisque 1 kg d'hydrogène contient 2,5 fois plus d'énergie qu'un kilo de méthane, mais comme c'est un gaz extrêmement léger, il contient 3 fois moins d'énergie qu'un mètre cube. Un mètre cube d'hydrogène contient 3 fois moins d'énergie qu'un mètre cube de méthane. En fait, tellement léger qu'un kilogramme d'hydrogène occupe 11 mètres cubes, quand 1 kg de méthane n'occupe que 1,4 mètre cube. Alors, j'ai mis en place, ça peut vous amuser dans ces périodes de déplacement avec vos enfants en voiture, ce sont les plaques ADR, les plaques que l'on retrouve sur les camions, et il vous arrivera de croiser sur la route des camions soit d'hydrogène gazeux, le plus fréquent, mais vous pouvez aussi trouver, notamment sur l'autoroute A6, doublés, croisés, des camions d'hydrogène liquide qui transportent ce gaz sous forme liquide à moins de 150 degrés. Voilà. Maintenant, on va, si vous voulez, si on revient sur cette densité, si on regarde sur l'échelle de densité, en fait, l'hydrogène, clairement, c'est le gaz qui contient le plus d'énergie par kilo. Loin devant le gaz naturel et le diesel, encore plus loin devant le GPL ou le méthanol et encore l'ammoniac. Mais
comme je vous le disais, c'est un gaz extrêmement léger, c'est-à-dire que si on regarde cette fois-ci l'énergie en mètres cubes, bon, c'est à peu près du même ordre d'idée que l'ammoniac. C'est c'est 3 fois moins que le méthane, mais si on commence à regarder les gaz liquides comme le LPG ou les liquides comme le méthanol et a fortiori le diesel et l'essence, clairement la densité d'énergie au mètre cube embarqué revient largement au carburant liquide. Et ça va nous intéresser ou nous poser des problèmes techniques qu'il va falloir résoudre pour développer l'hydrogène, comme d'ailleurs le gaz là. Alors, on va peut-être faire un peu d'histoire parce que ça me paraît relativement important de faire cette histoire. En fait, l'atome d'hydrogène est découvert en 1766 par Cavendish. En fait, il a trouvé cet atome et en fait, il n'a pas de nom. Il faudra 20 ans, plus de 20 ans, presque 20 ans plutôt, pour que l'hydrogène soit nommé par Lavoisier et prenne enfin le mot d'hydrogène. Et d'ailleurs, l'étymologie du mot hydrogène, c'est génère de l'eau. C'est ce gaz qui, quand on le brûle avec de l'air, avec de l'oxygène, produit de l'eau, déjà. En fait, on parle aujourd'hui beaucoup d'électrolyse pour produire de l'hydrogène, mais la première électrolyse a été faite dès 1800. Alors, dans ces applications, bien entendu, comme c'est un gaz très léger, 4 fois plus léger que l'hélium, la première utilisation quasiment industrielle, ça a été des ballons. Et dès 1783, l'hydrogène était utilisé par Charlière dans un ballon captif qui utilisait l'hydrogène comme gaz porteur. Alors, l'hydrogène et l'électrolyse, première application, première réalisation ou démonstration 1800, et seulement moins de 40 ans après, la première pile à combustible est inventée. Et la démonstration en est faite. Pile à combustible qu'on retrouvera ensuite, il faudra attendre 1960, et les programmes spatials et Apollo pour que la NASA ressorte la technologie des piles à combustible pour alimenter les navettes Apollo. Alors, le temps passe et on parle, la première fois dont on commence à parler au grand public de l'hydrogène énergie, c'est notre ami Jules Verne qui, en 1874, dans l'île mystérieuse, pense que l'hydrogène sera l'énergie du futur. Alors, en fait, l'hydrogène, on pense à ce stade qu'il est absent, mais en fait, pas du tout, parce que peu de monde savent et d'ailleurs, que dans le gaz de ville, alors le gaz de ville, en fait, c'était produit à partir de charbon et d'eau, et on va distribuer du gaz de ville jusque dans les années 70. La dernière usine à gaz a fermé en France en 1973. Le gaz de ville contenait entre 50 et 60% d'hydrogène. Les autres gaz, c'était 10% de monoxyde de carbone. C'est pour ça que d'ailleurs, avant le développement du gaz naturel, les gens se suicidaient au gaz à cause de ce monoxyde de carbone. Et puis un infâme mélange de butane, méthane, éthane, éthylène, etc. Mais l'hydrogène était très largement distribué dans le foyer avec le gaz de ville dont le contenu principal était de l'hydrogène. Et d'ailleurs, sur un plan environnemental, c'est intéressant de voir ce qui a motivé le développement du gaz de ville. On va parler de gaz à l'eau. C'est déjà pour des raisons environnementales. Le charbon était une plaie dans les villes du 19e siècle et au début du 20e siècle. C'était une source de pollution, une source de particules, des problèmes pulmonaires, le fog à Londres, et sans compter tous les accidents liés au transport de ce gaz à l'intérieur de grandes agglomérations comme Paris. Et donc, on a rejeté ce charbon en bord des grandes agglomérations. On voulait bien entendu ne pas en perdre le profit énergétique, et on a gazéifié le charbon sous la forme de gaz de ville qu'on a bien sûr amené au centre des villes. Donc déjà, le développement du gaz de ville
avait pour objectif des raisons environnementales. Ce qui d'ailleurs me fait faire une remarque aujourd'hui, le gaz à l'époque n'était pas une énergie, c'était un vecteur énergétique puisqu'il faudra attendre la découverte des gisements de gaz naturel à partir je dirais, la deuxième partie du XXe siècle, et notamment Lacq en France, puis Groningue en Hollande, pour que le gaz devienne enfin une énergie primaire. Alors, l'hydrogène aujourd'hui a un statut de vecteur énergétique, puisqu'on va le produire comme on produisait le gaz de ville, mais on y reviendra un petit peu plus tard. On a commencé à faire quelques découvertes de gisements d'hydrogène naturel. Donc, je ne sais pas si l'histoire se répétera, je ne sais pas si dans 50 ans, l'hydrogène qui sera extrait de la Terre deviendra une énergie primaire, mais voilà où on en est. Donc, 1911, alors bien sûr, on arrive en 1900, et là, une découverte fondamentale qui va changer l'économie du monde, c'est le procédé Haber, qui va devenir Haber-Bosch, qui est la synthèse de l'ammoniac en produisant de l'hydrogène, en faisant réagir de l'hydrogène avec de l'azote. Il faut quand même savoir que quand vous reprenez la presse de cette période-là, on était extrêmement… Parce que les plantes ne peuvent pas utiliser l'azote de l'air gazeux. Elle est obligée d'utiliser… Pour croître, elles ont besoin d'accéder à de l'azote, qui est le résultat de la décomposition de produits organiques. Et avec l'épuisement des gisements de guano et autres, au début du XXe siècle, on pensait qu'on allait peut-être assister par des famines à presque 1,5 milliard de morts sur Terre. Et la découverte de l'ammoniac et les engrais azotés qui en découlent a changé l'essor du monde. Et ça, ça a été une apporte importante et ça a été la première utilisation industrielle de l'hydrogène, la fabrication de l'ammoniac. Alors, l'histoire se poursuit. Il faut quand même bien comprendre en 1937, il y a cet accident de Lindenburg que tout le monde connaît, que tous les détracteurs de l'hydrogène se plaisent à nous rappeler, mais il faut savoir qu'une étude américaine publiée dans les années 80 à Vienne, en Autriche, a complètement dédouané l'hydrogène de cet accident. Ce n'est pas l'hydrogène qui s'est enflammé, qui a produit… en fait, il y a eu un incident autre. Et en plus, l'hydrogène, on n'a fait que brûler. Et on le reverra, les qualités de l'hydrogène ne sont pas à l'origine des blessures et des morts. Le gros problème, c'était essentiellement l'enveloppe de Lindenburg, qui était composée essentiellement de cellulose et de poudre d'aluminium. C'est-à-dire que l'enveloppe de Lindenburg était digne des meilleurs carburants solides pour fuser. Et à cette époque, il faut être clair que la fin tragique de Lindenburg a arrangé énormément de monde parce que c'était un affrontement entre le plus léger que l'air contre le plus lourd que l'air. La mort du plus léger que l'air a permis l'essor de l'aéronautique et des avions que l'on connaît aujourd'hui. Alors, si on poursuit, on arrive en 1949, et là, on commence à développer une technologie qui va devenir dominante, qui est la production d'hydrogène par reformage catalytique, qu'on appelle steam reforming d'hydrocarbures. 1961, on rentre dans l'ère spatiale, les premières fusées, et on va utiliser l'hydrogène liquide pour propulser Mercury et ensuite Apollo, la plus grande fusée jamais construite au monde. Et là, l'hydrogène liquide est rentré dans le monde de l'énergie. Mais bon, c'était de l'aérospatial. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de véhicules électriques à pile à combustible, mais il faut savoir que le premier véhicule électrique à pile à combustible a été imaginé, le prototype construit par Ford dès 1966. Bien avant d'autres technologies. Mais à cette époque, je dirais, c'était quasiment mission impossible. Parce qu'un véhicule électrique à pile à combustible, c'est avant tout un véhicule électrique. À l'époque, il n'y avait pas de plateforme de véhicule, il n'y avait pas de batterie performante, il n'y avait pas de moteur électrique performante. Il fallait s'attaquer à tout. C'était mission impossible. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Les véhicules électriques existent, les plateformes de véhicules électriques existent, les moteurs existent, les batteries existent, l'électronique de puissance est devenue très performante. Aujourd'hui, développer un véhicule électrique à pile à combustible revient à se concentrer sur la pile à combustible et
j'aurais tendance à dire merci à tous les acteurs qui ont développé les véhicules électriques à batterie jusqu'à ce jour, puisqu'ils ont dégagé le terrain pour les futurs véhicules électriques à pile à combustible. L'histoire, bien entendu, va se poursuivre. Puisque on va en gros, on va commencer à voir, je dirais, en gros, toute la technologie nécessaire, c'est-à-dire la compression, les hautes pressions, les réservoirs et les premiers véhicules. En 1912, d'ailleurs, il y avait les véhicules électriques ont été présentés aux Jeux Olympiques et ce qu'on peut dire, c'est que 2021, ça aurait dû être 2020, mais 2021, Tokyo, les JO, seront la vitrine mondiale des technologies de l'hydrogène. Tout sera hydrogène. Que ce soit les véhicules, les piles à combustible, pour la cogénération, ce sera la vitrine mondiale de l'hydrogène. Et déjà, les acteurs japonais préparent Paris 2024 autour de la mobilité propre. Voilà. Oui. Oui, alors, donc, cet hydrogène, eh bien, il n'existe pas vraiment naturellement, si j'ai bien compris. D'ailleurs, il a été découvert il y a bien longtemps, mais ce n'est pas une découverte naturelle. Donc, dans la nature, globalement, il n'y a pas beaucoup d'hydrogène sous forme gazeuse, c'est bien évident. Il n'y a pas vraiment de réservoir naturel d'hydrogène. Il faut donc le produire. Donc, comment peut-on produire de l'hydrogène? Un petit topo là-dessus. Alors, oui, c'est vrai que l'hydrogène gazeux est rare sur Terre, et pourtant, la Terre produit en continu des quantités gigantesques d'hydrogène, mais ne le retient pas. Enfin, du moins, on le croyait. C'est-à-dire que l'hydrogène, il est produit à très grande profondeur. L'IFREMER a notamment montré que tout le long de la dorsale atlantique, à très grande profondeur, le long des fumeurs, il y avait des productions, mais elles remontent très très vite, atteint la surface de la Terre, ou de l'océan en l'occurrence, puis remontent et se perdent dans l'espace. Depuis, l'IFP a fait les mêmes investigations, cette fois-ci sur Terre, et s'est posé la question de savoir s'il y avait de la production d'hydrogène à très grande profondeur. Et effectivement, on a découvert qu'il y avait une production massive d'hydrogène à la frontière avec le manteau, la roche-mère du manteau, sous pression, haute température, avec de l'eau, avec souvent des métaux catalyseurs. La Terre produit beaucoup d'hydrogène et bien sûr, l'hydrogène très léger remonte, arrive à la surface et s'évapore. Sauf que, en fait, on a découvert depuis 2 gisements, un au Mali qui est exploité, un dans l'Arkansas qui est en train d'être qualifié. On a trouvé des pièges qui retiennent l'hydrogène dans cette remontée suffisamment longtemps pour qu'on puisse et on a commencé à découvrir en Sibérie, en Afrique, au Brésil, en fait, des remontées importantes d'hydrogène. En fait, on commence à se penser, il y a une très grande conférence qui aura lieu à Paris au début du mois de juin sur ce sujet. On commence à penser que si on n'a pas trouvé d'hydrogène, c'est parce qu'on ne savait pas le chercher et qu'il y a beaucoup d'espoir. Bon, le tout est que ça, c'est le futur. Probablement qu'il faudra plusieurs dizaines d'années avant que l'hydrogène, si les espoirs se confirment, puisse être extrait du sous-sol comme on extrait le gaz naturel ou le pétrole. En attendant, cet hydrogène, il faut l'extraire de molécules riches en hydrogène. Et en fait, les 2 molécules les plus riches en hydrogène que l'on connaisse, c'est l'eau, 2 atomes d'hydrogène pour 1 atome d'oxygène, et les hydrocarbures, et notamment le méthane, puisque c'est l'hydrocarbure le plus riche en hydrogène, puisqu'il contient 4 atomes d'hydrogène pour 1 atome de carbone. Il faut savoir que, bien entendu, le méthane est abondant sur Terre, il est globalement assez peu cher à extraire, relativement facile à transporter et stocker, et très facile à utiliser. En fait, le méthane a bénéficié pour se développer de toute l'histoire du gaz naturel, du gaz de ville, avec un très vaste domaine d'application. Donc, en gros, il faut l'extraire de ces composants. Alors, bien sûr, la manière d'extraire l'hydrogène de molécules en hydrogène, il y en a je dirais pas une multitude, mais il y en a un grand nombre. Je me suis limité à en citer 4
simplement parce qu'elles sont très largement utilisées, elles ont été très largement utilisées et elles sont toujours utilisées. La première consiste à faire réagir du charbon avec de l'eau. C'est ce qu'on appelle le gaz à l'eau. C'était la technique du gaz de ville. Ça représente encore aujourd'hui près de 18% de la production mondiale d'hydrogène. Il y a encore des grands projets de production d'hydrogène, notamment en Australie, avec du charbon et de l'oxygène. Bien sûr, ces futurs projets ne pourront pas se développer sans capter le CO2 et sans l'enfuir sous terre, parce que cette réaction, en fait, émet beaucoup de CO2. Là, en gros, j'ai donné la valeur, je dirais, stoichiométrique, mais dans la vraie vie, compte tenu du rendement, etc., c'est 20 kg de CO2 émis par kilo d'hydrogène extrait. Bien, le deuxième, ça consiste à faire réagir une réaction qu'on appelle steam reforming, qui représente pratiquement 80% aujourd'hui de la production mondiale d'hydrogène, et principalement le steam reforming de méthane, avec plus de la moitié de l'hydrogène produit dans le monde, consiste à faire réagir du méthane avec de l'eau. Dans cette réaction, la moitié de l'hydrogène est apportée par le méthane et l'autre moitié est apportée par l'eau. Bon, bien sûr, ce sont des réactions dites endothermiques, il faut leur apporter de la chaleur. Cette réaction est moins émettrice, émet 2 fois moins de CO2 que la première. Dans la vraie vie, on est plutôt près de 11 que de 7, puisque pour les mêmes raisons, la perte, etc. Alors ça, bien sûr, aujourd'hui, dans l'idée même de produire de l'hydrogène en émettant du CO2, gaz à effet de serre, et en partant d'énergies fossiles que sont le carbone et le méthane, nous amène à réfléchir, nous a amené très longtemps à réfléchir à une autre façon, bien sûr, c'est l'électrolyse de l'eau, puisque avec de l'électricité, on casse la molécule d'eau en deux, on récupère de l'hydrogène et de l'oxygène. Bien sûr, le grand challenge, c'est que c'est une réaction extrêmement énergivore. Vous voyez, là, on était à peu près 6, on était à 6. Il faut 39 kWh pour casser, faire 1 kg d'hydrogène. Et compte tenu des rendements des électrolyseurs, en fait, industriellement, on est à 53, 55 aujourd'hui. Donc, c'est une installation extrêmement énergétique. Par contre, on voit bien que c'est une passerelle entre le monde de l'électricité et le monde des gaz énergétiques. En fait, on peut presque dire que l'hydrogène, c'est de l'électricité condensée et stockable. Une dernière réaction qui est importante, c'est ce qu'on appelle la réaction chlore-alcali. Ça consiste non plus à électrolyser de l'or pur, à électrolyser de l'eau pure, mais électrolyser une saumure, c'est-à-dire de l'eau saturée en sel. En fait, la différence, la chimie fait que cette électrolyse ne va pas produire de l'hydrogène et de l'oxygène, mais de l'hydrogène et du chlore, et accessoirement de la soude et de l'eau de javel, pour chlorure de sodium. En fait, cette industrie est très développée dans le monde, il y a des usines énormes. L'objectif n'est pas de produire de l'hydrogène, c'est de produire du chlore pour l'industrie, qui est une matière première essentielle pour la fabrication d'un grand nombre de produits, et l'hydrogène est un coproduit. Alors, cet hydrogène, souvent, est récupéré par des industriels comme Air Liquide, Linde, Air Products, etc., qui essaient de le valoriser, mais à la fin, il finit souvent dans la chaudière pour faire de la vapeur. Dans l'industrie chimique, est également un très grand consommateur, l'avantage étant de ne pas émettre le CO2. Oui, alors je pense qu'on reviendra sûrement sur la production par électrolyse, qui pour l'instant ne représente que 4% de la production mondiale. Absolument. Mais grâce au fait que ça fait 0 kg de CO2, c'est intéressant. Donc, il faudra revenir. Mais d'ailleurs, je crois qu'on la retrouvera surtout dans le cadre de l'utilisation du stockage des énergies renouvelables. Votre première slide représentait bien les éoliennes et les panneaux solaires. Voilà, mais voyons maintenant quand même, avant de voir tout ça, l'utilisation de l'hydrogène dans l'industrie. Pouvez-vous nous donner quelques chiffres et puis un peu le marché, sa dynamique, son extension, parce qu'il faut quand même chiffrer tout ça derrière. Alors, c'est clair que le marché de l'hydrogène est en pleine transformation. On va donc parler de ce qu'était le marché de l'hydrogène jusqu'à aujourd'hui et ce qu'il est encore aujourd'hui. Alors, l'hydrogène, il est principalement utilisé pour ses qualités chimiques et assez peu pour ses qualités énergétiques. L'usage dominant, et j'ai commencé à explorer un peu le sujet au début de ma présentation, c'est l'ammoniac.
la production d'ammoniac. Donc derrière, c'est clairement la production d'engrais azotés, mais également la production d'explosifs, etc. Consomme 53% de la production mondiale d'hydrogène. Le deuxième usage, c'est le raffinage. Alors, il y a plein de raisons et en forte croissance. D'abord parce qu'on raffine, on utilise l'hydrogène pour extraire le soufre, et comme on raffine des pétroles de plus en plus lourds et de plus en plus soufrés, on a besoin de plus en plus d'hydrogène. Parce qu'aussi, il y a 10-15 ans, on a interdit dans les essences les aromatiques cycliques, ces fameux benzènes et autres. Et quand on a ouvert la chaîne cyclique, il a fallu fermer la chaîne linéaire par des atomes d'hydrogène au bout de la chaîne, donc le raffinage. Alors, c'est assez drôle parce que le raffinage produit énormément d'hydrogène, autoconsomme cet hydrogène et n'a pas assez d'hydrogène, donc il achète beaucoup d'hydrogène. D'ailleurs, on reviendra, donc parmi les acteurs, le premier producteur mondial d'hydrogène pour ses propres besoins, c'est le groupe Shell. Alors, ensuite, on a l'industrie chimique. Alors là, on va retrouver la fabrication de méthanol, toute une série de polymères. Et un très gros également utilisateur d'hydrogène, c'est l'agroalimentaire, puisque en hydrogénant des huiles végétales, on va produire des matières grasses plutôt genre pour margarine, végétaline, etc., qu'on appelle les graisses hydrogénées, qui n'ont pas une bonne cote dans l'alimentation humaine parce qu'on les soupçonne de pouvoir engendrer des maladies cardiovasculaires, mais qui est très, très largement utilisée dans l'alimentation animale, les animaux n'ayant pas le temps de souffrir de maladies cardiovasculaires avant l'abattoir. Bon, et puis bien sûr, un certain nombre d'applications comme la réduction du minerai de fer, qui est en fait ce qu'on appelle le DRI, Direct Reduction Iron, alors qui est vraiment peu utilisé, mais qui est promis probablement à un grand avenir, et tous les grands sidérurgistes, que ce soit ArcelorMittal, Liberty et autres, travaillent sur le remplacement du charbon et du coke par de l'hydrogène, donc par un pré-réduit de minerai de fer et des aciéries électriques. Ça, c'est probablement un très grand potentiel de développement. Le traitement des métaux, etc., l'industrie du verre. Alors, pour la petite histoire, il y a certainement en cette période, d'ailleurs très favorable, vous avez acheté du parfum, vendu du parfum, les petits flacons coûtent plus cher que le contenu, et bien entendu, il faut que le soit parfait. Il faut savoir que quand on fabrique un flacon, bien sûr, il y a un petit joint. Le petit joint de verre ne fait pas très joli, donc il faut griller ce petit joint, et on le fait avec une flamme dite oxydrique, qui est un mélange d'hydrogène et d'oxygène, puisque une flamme avec un carburant, que ce soit de l'acétylène ou autre, le carbone aurait donné une couleur à ce joint, et donc ça n'aurait pas fait joli. Donc il faut savoir que l'industrie du verre, également, si les verres sont transparents, c'est parce qu'ils sont sous une atmosphère réductrice d'hydrogène et sur un bain d'étain. En gros, il y a plein d'applications. Alors d'ailleurs, sur le slide, sur la figure de droite que j'ai empruntée à mes amis d'Air Liquide, vous voyez là, en gros, en abscisse, c'est les débits horaires d'hydrogène utilisés dans l'industrie, la taille des bulles, bien sûr, et le marché. Vous voyez clairement la dominance du raffinage, etc., et un peu la distribution d'hydrogène. Finalement, la seule application énergétique était l'aérospatiale, et est encore l'aérospatiale, mais tout ça, ça va probablement changer. Oui, on voit essentiellement là des applications, des propriétés, l'utilisation des propriétés chimiques de l'hydrogène. Très peu, l'ammoniac vient en tête, etc. Mais on n'a pas encore beaucoup parlé des propriétés fort intéressantes de l'hydrogène, propriétés énergétiques. Pourquoi ne les a-t-on pas mises en œuvre industriellement? Parce que Jules Verne, je pense, vous allez le rappeler, y avait pensé il y a maintenant 250 ans. Oui. Alors, je ne vais pas vous faire la lecture que vous trouvez très de mystérieuse, vous avez les références, partie 2, chapitre 11, etc., où Jules Verne, à bord du Nautilus, explique que l'hydrogène va remplacer le charbon. Il y a quelques techniques, mais c'était quand même assez incroyable. Alors, bien entendu, pourquoi l'hydrogène, énergie, ne s'est pas développé, ne s'est pas imposé, et pourtant,
comme déjà dit une première fois Jules Verne, mais à plusieurs reprises dans toute l'histoire de l'hydrogène, donc une histoire l'hydrogène était présenté comme l'énergie du futur en raison de son abondance et aussi en l'absence d'émissions polluantes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'hydrogène, comme j'ai pu le dire, c'est un gaz combustible qui présente de très fortes similitudes avec le méthane, donc le gaz naturel. Les piles à combustible, entre guillemets, à un stade industriel, c'est quand même une technologie récente. Donc, quand il s'agissait d'utiliser l'énergie de l'hydrogène pour le brûler comme du gaz naturel, on a vu que ça existait dans le gaz de ville, mais le gaz de ville a été sorti du marché mondial par le gaz naturel. Donc, en fait, il a souffert de la concurrence du méthane et donc du gaz naturel. Il faut bien comprendre que ce gaz conventionnel, comme j'ai pu le dire, il est abondant, il est peu cher, il est plus facile à transporter, à stocker et à utiliser. Et en plus, si vous imaginez qu'aujourd'hui, on produit massivement l'hydrogène à partir du méthane, pour un usage qui est très comparable au méthane, pourquoi investir des CAPEX, des OPEX, créer des pertes alors qu'on peut utiliser directement le méthane? C'était un peu, ça revenait un peu, je dirais, à tourner en rond. Alors, deuxièmement, les enjeux environnementaux, notamment le climat, la qualité de l'air. Encore que la qualité de l'air, c'était déjà un sujet, puisque on a sorti le charbon des villes, comme j'ai pu l'expliquer, mais le climat, en gros, c'est un sujet qui remonte à une trentaine d'années. Avant, c'était un sujet d'experts. Donc, les émissions de CO2 liées à la combustion du charbon, théorie du gaz naturel, qui est beaucoup moins émetteur que tous ces trucs, que ces autres combustibles fossiles, ne posaient pas de problème. En dehors d'ailleurs des crises conjoncturelles, il faut savoir qu'en 1978, la France a cru à un moment qu'elle allait subir un embargo de la part de certains de ses fournisseurs. Et d'ailleurs, j'avais un patron à l'époque, à Gaz de France, où pendant 6 mois, on a étudié, moi j'y étais pas encore, j'étais trop jeune, la conversion de certaines canalisations de gaz naturel à l'hydrogène parce qu'on pensait qu'on allait en pleine crise pétrolière, en pleine crise de relations énergétiques avec la Sonatrach, fournisseur algérien de gaz, on a cru qu'on allait manquer. Donc, en dehors de ces crises un peu conjoncturelles, la ressource gaz nat est très abondante et l'accès, aujourd'hui, ne posait pas de problème. En plus, il faut quand même savoir que le besoin de stockage d'électricité, il n'existait pas. On produisait l'électricité juste à temps. Pourquoi? Parce que les centrales étaient adossées à des énergies stockables, le charbon, le gaz, le fioul, et on produisait l'électricité juste. Avec la montée en puissance des énergies renouvelables, notamment du solaire, du vent, le vent ne se stocke pas, le soleil ne se stocke pas, l'eau se stocke un peu, les courants marins ne se stockent pas, donc on ne peut plus stocker, on ne peut plus produire juste à temps, il faut stocker. Et ça change aussi la donne. La motorisation de la mobilité, hormis les trains électriques, c'était anecdotique. Une énergie dominante, l'essence et le diesel. Il n'y avait pas non plus, comme je disais, d'intérêt à produire du gaz naturel, de l'hydrogène à partir du gaz naturel pour remplacer du gaz naturel dans des applications thermiques qui consistaient à le brûler. Voilà, ça c'était vraiment la situation de départ. En fait, dans toutes les raisons que je viens d'évoquer qui ont fait que l'hydrogène n'a pas percé, l'hydrogène énergie n'a pas passé, en fait, il y a toutes les raisons qui font qu'elles vont maintenant pouvoir percer. En fait, on pourrait presque dire que le temps de l'hydrogène, énergie, est enfin venu. Les réductions de CO2, c'est devenu un enjeu mondial et au niveau du climat. La qualité de l'air dans les agglomérations, c'est également devenu un enjeu à la fois politique et de santé publique. La raréfaction des ressources énergétiques, dans un monde de plus en plus peuplé et malheureusement de plus en plus belliqueux, pourrait devenir préoccupant. La croissance, comme je viens de le dire, donnée aux énergies renouvelables non stockables, la ressource primaire étant non stockable, crée du besoin de stockage. Et enfin, l'électrification massive de l'économie, et notamment de la mobilité, en réponse justement à ces enjeux climatiques et géostratégiques, donne tout son sens à ce vecteur énergétique qu'est l'hydrogène. Et dans le cas français, en plus, on a la chance de bénéficier d'un mix électrique à très faible contenu carbone, bien sûr de plus en plus renouvelable, mais aussi issu de nos centrales nucléaires.
Tout ça, c'est prometteur. On va voir maintenant se dessiner des grands marchés avec des développements prévisionnels probablement importants, de grands enjeux, mais aussi, je pense, des grands défis. Absolument. Alors, en gros, les grands marchés, c'est quoi? C'est l'industrie, la mobilité et la production d'énergie. Alors, si on revient à l'industrie, comme je vous le disais, c'est un marché essentiellement basé sur l'utilisation des qualités, des propriétés chimiques. Il ne va pas y avoir de forte croissance de la consommation nouvelle d'énergie, d'hydrogène. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'on va avoir beaucoup d'hydrogène, de l'hydrogène vert, éventuellement même de l'hydrogène pas cher, qu'on va faire 2 fois plus de margarine ou 2 fois plus de verre, etc. En fait, l'enjeu dans l'industrie, c'est de produire l'hydrogène autrement pour réduire l'impact environnemental de sa fabrication. Donc, c'est un marché c'est un marché de substitution de technologies, abandonner progressivement l'hydrogène gris produit par SMR, Steam Reforming d'hydrocarbures de synthèse et particuliers de gaz naturel, pour aller vers une production zéro émission CO2 qui est à partir d'électrolyse de l'eau. Alors, le défi, il est essentiellement économique, puisque aujourd'hui, il faut savoir que la production d'hydrogène à partir de steam reforming de méthane tourne autour de 1,20 €, 1,50 € le kilo. Et que cet hydrogène est utilisé par des très très grands consommateurs comme la production d'ammoniac et les raffineurs, qui a besoin d'hydrogène pas cher pour être compétitif à l'échelle mondiale. Donc, et aujourd'hui, il faut quand même savoir que produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, c'est compris entre 3 et 4 € du kilo. Donc, on est facilement 2 fois plus cher que de l'hydrogène gris. Alors, est-ce que ça vaut, qu'est-ce que vaut la taxe CO2 entre les deux? Ça, c'est un débat. Et puis, si vous ajoutez à ça que le coût de production d'hydrogène par électrolyse, c'est essentiellement de l'électricité, 75% de son coût de production, c'est l'élec. Le challenge, c'est d'accéder à de l'électricité de moins en moins cher pour produire de l'hydrogène par électrolyse de plus en plus compétitif. Le marché de la mobilité, lui, c'est clairement le marché qui va créer des consommations nouvelles d'hydrogène. C'est le principal marché de croissance par l'hydrogène. C'est un marché qui va se construire sur, entre guillemets, les cendres des énergies fossiles, diesel, essence, dont on nous annonce tous les matins la fin prochaine. Ça va certainement prendre du temps, mais c'est clairement ce marché. En gros, le potentiel de l'hydrogène dans la mobilité, il est à l'échelle du marché des combustibles, des carburants fossiles dans le monde, c'est-à-dire colossal. Alors derrière ce marché, c'est le marché de la mobilité électrique, puisque en gros, hydrogène, batterie, électricité, même combat. Un véhicule à hydrogène n'est pas un moteur thermique. Alors que le gaz naturel, les biocarburants et autres jouent dans le camp des moteurs thermiques, l'hydrogène joue dans le camp des moteurs électriques. Alors je dirais, il y a de gros challenges d'infrastructure parce que très longtemps, ceux qui développent les outils de production et de distribution et de transport d'hydrogène disent « Oui, mais enfin, bon, moi je veux bien développer, mais il faut qu'il y ait des voitures qui viennent acheter de l'hydrogène. » Et ceux qui développent les voitures disent « Oui, mais moi je ne peux pas vendre de voitures s'il n'y a pas de station de recharge. » Donc aujourd'hui, quand on se retrouve dans cette situation, c'est clair que l'intervention des États, de la puissance publique qui donne de la visibilité à long terme sur les acteurs devient un élément fondamental. Alors, quant à la production d'énergie, alors en fait, la production d'énergie, ça veut dire utiliser de l'hydrogène pour faire de l'électricité, mais comme on sait que l'hydrogène va être fait avec de l'électricité, on adresse directement le concept de stockage. Alors, c'est un marché qui est directement conditionné par le rythme auquel se développent les ENR non variables, non stockables, non programmables. Bon, probablement que ce marché va prendre… j'avais créé le club stockage d'énergie de la D2E que j'ai présidé pendant quelques années. On a fait des études sur le potentiel. Ça va mettre du temps pour se développer. Probablement que ce marché va véritablement connaître un essor pas avant 2030 ou 2040 en Europe. Mais si vous vous projetez à l'international, dans des zones insulaires, ne serait-ce que dans les Antilles ou au milieu du bush australien ou même au centre des États-Unis où le réseau électrique est de très piètre qualité, il y a plein d'endroits dans le monde où le besoin de stockage d'énergie, ou encore en Afrique, est une réalité maintenant. Si ce n'est pas une réalité en Europe, si ça va le devenir dans 30 ou 40 ans,
c'est une réalité d'aujourd'hui dans beaucoup d'endroits dans le monde. Et puis à très très long terme, bien sûr, vous pouvez lire un certain nombre de choses sur ce sujet. L'idée, c'est carrément de remplacer le gaz naturel par de l'hydrogène dans les applications thermiques du gaz naturel. Mais là, ça va prendre quand même beaucoup de temps puisqu'il y a quand même un challenge de compétitivité et surtout le gaz nat qui reste abondant sur Terre n'est franchement pas cher. Alors, bien sûr, si on se projette en 2050 sur tous ces segments de marché, voilà un petit peu la vision partagée par les acteurs. Alors, acteurs réunis dans une organisation qui s'appelle l'Hydrogen Council. L'Hydrogen Council a été lancé il y a quelques années à l'occasion du sommet économique de Davos. Il y avait 100 patrons de grandes entreprises, coprésidés par le patron d'Air Liquide et de Toyota. Il y avait la patronne d'Engie, etc. Il y avait à l'origine 13 acteurs. Aujourd'hui, de 100 patrons d'industrie adhèrent à l'Hydrogen Council. Alors aujourd'hui, cette étude, cette vision en 2050, c'est la vision qui a été construite pour l'Hydrogen Council par McKinsey et qui montre sur toute une série de segments de marché, la vision qu'ont les acteurs de l'hydrogène en part de marché. Alors, en gros, en abscisse, on a la part de marché et la bulle et la taille même du marché. On ne va pas détailler ce slide, ça nous prendrait beaucoup trop de temps, mais aujourd'hui, il y a clairement une vision extrêmement dynamique de ce que sera la place de l'hydrogène en 2050 dans différents segments. Alors, bien entendu, 2050, c'est loin, il faut construire un chemin entre aujourd'hui et 2050. Alors, ce chemin, c'est à peu près celui-ci. On voit bien que, comme je le disais, la production d'énergie, le stockage, ça va arriver un petit peu plus tard. La réalité à court terme, c'est la mobilité. On va y revenir, c'est la mobilité lourde. Et de plus en plus, la mobilité légère à usage intensif avant d'adresser le monde. Alors l'industrie, après, tout ce qui consiste à la matière première, là on en a largement parlé. Le marché, il est mature, il existe. Simplement, il faut changer de technologie. Alors pour revenir d'ailleurs sur un petit point, pourquoi ces deux marchés, industrie et transport, et qu'est-ce qui les différencie? Comme je le disais, le marché de l'industrie, c'est un marché mature. Donc, il est couvert par les fournitures. C'est très difficile d'entrer sur un marché qui est déjà largement couvert par les acteurs. Quand vous êtes un nouvel entrant et qu'il faut se faire sa place à côté de très grands du secteur, en gros, c'est toujours plus compliqué de redécouper une tartelette que de se partager la croissance d'un marché nouveau comme la mobilité. Et c'est pour ça que c'est sur la mobilité qu'on voit le plus grand nombre de nouveaux entrants, puisque c'est un marché nouveau qui se construit avec des consommations nouvelles, et c'est toujours plus facile de partager la croissance de demain que la misère d'hier. Alors, si on regarde la mobilité, la segmentation de la mobilité, en gros, les deux segments, c'est en gros le poids et les distances. Pour des usages très urbains, avec véhicules légers, très urbains, avec peu de kilomètres, probablement qu'on aura là le monde des véhicules BEV, Battery Electric Vehicle, le monde des batteries. Et plus on va aller vers des véhicules lourds, plus on va aller vers des utilisations intensives, plus on va aller vers de la distance, plus les batteries vont montrer leurs limites et vont faire de la place aux piles à combustible. Il ne faut surtout pas opposer batterie et piles à combustible. Ce sont deux technologies complémentaires qui vont coexister, même cohabiter dans les véhicules. Et comme ça se faisait des fois sur l'achat de certains ordinateurs, ce sera « dites-moi ce que vous allez faire de votre véhicule » et je vous dirai quelle taille de batterie vous avez besoin et quelle taille d'hydrogène vous avez besoin. Le problème global de la batterie, c'est une autonomie relativement faible et des temps de recharge extrêmement longs. Un véhicule à pile à combustible, c'est un véhicule électrique qui a toutes les qualités d'un véhicule électrique, l'autonomie d'un véhicule thermique et dont on fait le plein exactement en 5 minutes, 10 minutes, comme un véhicule thermique. Voilà, donc on voit bien. Et puis, bien entendu, sur les camions très lourds, il y a eu du calcul qui ont été faits sur des camions de 40 tonnes.
En gros, si on met des batteries, la charge utile devient extrêmement pénalisante. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, et là, vous regardez des offres de certains fournisseurs, pour ne pas les citer, comme Ionity, Tesla. Prenons Ionity, qui est un des rares qui offre de la recharge rapide. Regardez combien ça vous coûte de faire une recharge rapide en 20 minutes de 100 km d'autonomie, c'est-à-dire c'est 0,79 € de la minute de charge. Un plein de 100 km sur une charge rapide, ça vous coûte plus cher qu'un plein d'essence SP98. J'ai fait un post sur LinkedIn sur le sujet. Alors que si, en gros, le véhicule à batterie, c'est le petit véhicule urbain qui roule peu et sur lequel vous avez beaucoup de temps pour le recharger. Et dès que vous avez de la contrainte, on va vers le pile à combustible. Alors, en fait, tout ça, c'est quand même pas du prospectif, hein. C'est une réalité. On va commencer par les véhicules lourds. L'offre de camions se développe. Là, j'ai donné quelques exemples. Tout ça sont des camions qui existent et en particulier sur cette photo un peu emblématique, la Suisse a commandé 1000 camions à Hyundai pour la Suisse. Et là, bon, cette photo, c'est la livraison des 40 premiers camions à la Suisse. Donc, les camions, ça existe. Alors, les trains, ça existe. À part les 2 avions là, qui sont des vues d'artistes pour Airbus, tous les autres véhicules sont des véhicules exploités en situation réelle, des trains, des tramways, des bus, même en Île-de-France, à Pau, et un véhicule électrique. Donc aujourd'hui, l'offre de véhicules lourds, camions, bus, trains, métro, c'est une réalité et les projets se multiplient. Ça a été très long à démarrer, mais aujourd'hui, il y a énormément de projets et, entre guillemets, les 9 milliards allemands, les 7 milliards français, les 7 milliards portugais ont créé une dynamique et une très forte demande. D'ailleurs, le vrai problème, c'est d'arriver à monter industriellement en puissance pour fournir le marché. Alors, dans le domaine des véhicules légers, bien sûr, bon, les leaders sont Toyota et Hyundai. Très tôt, ils y ont cru quand les 2 constructeurs français, pour l'un, ne juraient que par la batterie et pour l'autre que par le 2 litres au 100. En fait, les constructeurs japonais Toyota et coréens Hyundai y ont cru très vite. À tel point, c'est qu'on est déjà passé à la version 2 des véhicules. À gauche, vous avez les versions 1. Dans le cas de Toyota, on peut y voir une sorte de prototype pré-industriel. Hyundai avait fait le choix d'implémenter de l'hydrogène sur un véhicule de série qui est iX35. Quand vous voyez la nouvelle version de ces 2 voitures, complètement développées sur des plateformes électriques, franchement, que ce soit la Toyota Mirai 2 ou l'X35, ça donne envie, hein. Je verrais bien Jess Bomb dans la Toyota, hein. Bon, nos amis suisses, on l'a vu, ils sont très dynamiques, etc. À tel point, c'est que même la police suisse roule en véhicule hydrogène Hyundai à pile à combustible. Bon. Alors, si maintenant on regarde la production d'énergie, aujourd'hui, un stockage, il n'y a pas une solution de stockage. Il y a une multitude de solutions de stockage et ça va dépendre de la puissance que vous voulez délivrer et le temps pendant lequel vous voulez délivrer cette énergie. Bien sûr, des puissances élevées avec des temps très courts, on va trouver des volants d'inertie, des supercapacités, des batteries. Dès qu'on va vouloir stocker de très grandes quantités d'énergie sur de longues périodes, il va falloir utiliser d'autres solutions. On va retrouver les pompages, les barrages dans lesquels on remonte et on descend de l'eau. Le problème, bon, c'est que la densité de l'eau, ça ne stocke pas beaucoup d'énergie, donc il faut des grands réservoirs. Les KS, c'est-à-dire ça revient à stocker de l'air comprimé dans des cavités souterraines et d'étendre. Et bien entendu, dès lors que l'on veut stocker de très grandes quantités sur très longues périodes, l'hydrogène va s'imposer. Aujourd'hui, le pompage le plus grand en France est Grand Maison, 23 heures de stockage. La limite, c'est qu'en fait, pour stocker 1 kWh d'électricité, il faut 1 tonne d'eau et 400 mètres de dénivelé. 1 kg d'hydrogène, c'est 33 kWh. Alors, avec le rendement, c'est 10 kWh pour un seul kilo. 1 tonne pour 1 kWh ici et 400 mètres de dénivelé, 1 kg ici. Donc, on voit clairement que plus on va avoir besoin de stocker de très grandes quantités d'énergie, notamment pour assurer l'intersaison entre l'été et l'hiver, l'hydrogène va s'imposer.
Alors, maintenant, les grands défis, en gros, c'est accéder, comme je l'ai pu déjà le dire, c'est accéder à l'électricité décarbonée à un coût compétitif parce que casser des molécules d'eau consomme beaucoup d'électricité. C'est développer une offre industrielle d'électrolyseurs. C'est aussi, et c'est des sujets très importants, c'est stocker, transporter, distribuer, ça veut dire conditionner l'hydrogène pour le stocker, le transporter et le distribuer, mais c'est également développer des infrastructures qui permettent de faire ça. Et puis, bien sûr, tout développement des utilisations et créer un marché. Aujourd'hui, si vous voulez, les marchés de l'électricité ou du gaz ou du pétrole sont des marchés complètement fluides. Vous avez des marchés organisés, vous pouvez lancer des offres sur les marchés, acheter, vendre, etc. Le marché d'hydrogène, parce que jusqu'à maintenant, c'est un marché industriel, encore confidentiel. En gros, le marché mondial, c'est 60 millions de tonnes, c'est tout petit, c'est 100 milliards de dollars de chiffre d'affaires et la France, c'est 1 million de tonnes. Bon, en gros, c'est des contrats de gré à gré, donc il y a tout à faire pour construire un vaste marché où les échanges sont fluides et qui permet donc de, entre guillemets, trader l'hydrogène. Voilà. Alors ça impose de constituer des écosystèmes. Alors, un écosystème d'hydrogène, c'est ça. Je ne vais pas commenter cette image, c'est-à-dire connecter des systèmes de production, imaginer des systèmes d'import-export, développer de l'utilisation dans différents usages et bien entendu connecter tout ça par des infrastructures de transport et distribution. C'est une chaîne de valeur qui part de la production, que ce soit le renouvelable, le décarboné, que ce soit aussi bien du nucléaire, de l'hydraulique. Le CO2, le fossile, à condition de gérer le CO2, n'est pas une solution, extrolyse, et bien entendu, stockage, distribution. Alors, en fait, la réaction dite de Sabatier, c'est en fait une passerelle entre le monde du gaz naturel et le monde de l'hydrogène. On y reviendra, puisque on bénéficie de grandes infrastructures au niveau gazière. Alors, pour faire tout ça, il faut quand même énormément d'argent. Ça a été évalué par BNP Paribas, notamment pour l'Hydrogen Council. Dans les 10 ans à venir, il va falloir dépenser à l'échelle mondiale environ 300 milliards de dollars. Environ 100 milliards pour la production, 60 milliards pour tout ce qui est l'infrastructure de conditionnement, de transport, stockage, distribution, à peu près 20 milliards pour en gros, le bout de la ficelle, en gros les stations-service, pour amener l'hydrogène au bout de la ficelle jusqu'au consommateur, et environ 90 milliards pour soutenir ce développement. Je me permets juste d'intervenir, Monsieur Reich, c'est Juliette, avant de passer la main à Francis. On s'était dit que je vous prévenais un quart d'heure avant la fin. C'est bon, je crois qu'on est dans le timing. Parfait, parce qu'il y a plein de questions. Oui, très bien, mais je crois qu'on est bon. Voilà, alors oui, c'est un enjeu mondial là, qui suppose des investissements extrêmement importants sur de longue durée. Alors l'Europe va y prendre sa part, bien sûr, la France comme d'autres États. Vous pouvez peut-être nous en parler un peu. Oui. Alors, d'abord, là, on va regarder ça de manière chronologique. L'Europe, elle a présenté le 8 juillet 2020. Oui, tout s'accélère. Ça va en fait, ça a été très, très long à démarrer. Mais là, on assiste à une accélération et même un peu de précipitation. Alors, c'est vrai que le plan de relance Covid, alors vous aviez évoqué au début la petite molécule. En fait, le petit virus Covid, il a surtout été un sacré facteur d'accélération pour l'hydrogène à travers le plan de relance. Bon, donc, autant, je vais pas me réjouir du Covid, malheureusement, mais ça nous a permis d'accélérer, de casser un certain nombre de freins auxquels on était confrontés jusqu'à présent. L'Europe, le 8 juillet 2020, présente son plan stratégique hydrogène. En fait, avec alors, vous avez vu ce que ça représentait. La consommation en Europe, c'est environ 10 millions de tonnes. C'est 1 million de tonnes en France. Et là, on propose de passer à 1 million de tonnes et 6 000 mégawatts d'électrolyseurs à l'horizon 2024. Et à l'horizon 2030, c'est d'avoir 10 millions de tonnes d'hydrogène vert produits par l'électrolyse et 40 000 mégawatts d'électrolyseurs. Je vous rappelle qu'une centrale nucléaire, aujourd'hui, c'est 1300, 1500 mégawatts. On va monter à 2000 mégawatts avec l'EPR, mais vous voyez, c'est presque l'équivalent de 40 tranches nucléaires d'électrolyseurs installés.
Dans la même foulée, bien sûr, il faut organiser les acteurs. Et donc, l'Europe a lancé l'Hydrogen Clean Hydrogen Council. Alors, je vous pourrez lire. En fait, c'est vraiment une alliance de tous les industriels européens pour donner à ce plan une réalité industrielle. Récemment, en plus, l'hydrogène, comme les batteries, est devenu ce qu'on appelle un IPCE, un Important Project of Common European Interest, c'est-à-dire un projet d'intérêt commun partagé pour l'ensemble de l'Europe. Et en fait, c'est quoi un IPCEI? Il n'y a pas d'argent, mais ça permet aux États d'aider les projets dans le domaine de l'hydrogène en s'affranchissant, enfin en allant au-delà des limites qui sont habituellement celles fixées par la réglementation européenne en matière de concurrence. Donc, ça veut dire que l'Europe autorise les États qui le souhaitent à s'organiser et s'allier pour mettre de l'argent sur l'hydrogène au-delà des règles habituelles de l'Europe. Et donc, l'IPCEI, il y a 4, on va retrouver nos fameux axes, la production, le transport et la distribution, la mobilité, l'industrie et la chaleur, c'est le remplacement de l'hydrogène gris par de l'hydrogène vert, et le stockage d'énergie, la conversion d'énergie pour préparer le marché du futur. La France n'est pas tellement en retard. Alors, là, j'ai commencé l'histoire avec le lancement du plan hydrogène qu'on appelait plan Hulot, modestement 100 millions d'euros. Avant cela, il y avait en fait eu des travaux préparatoires dans le cadre des chantiers lancés par Montebourg sur la nouvelle France industrielle, et il y avait notamment un chantier sur le stockage d'énergie, la performance des batteries et l'hydrogène. C'était le même sujet. Vous voyez, déjà, on n'opposait pas batterie et hydrogène. C'était Florence Lambert du CEA. J'ai rejoint son core groupe. On a participé aux travaux préparatoires de ce plan hydrogène dans le cadre de la nouvelle France industrielle. Et donc, c'est le plan Hulot, 1er juin 2018. 2 ans plus tard, l'hydrogène apparaît pour la première fois dans la loi énergie-climat et l'État affiche l'ambition que 20 à 40% de la production d'hydrogène soit décarbonée en France à l'horizon 2030. C'est un vrai challenge parce que, comme je vous le rappelle, cet hydrogène est utilisé par des industriels qui ont besoin d'hydrogène peu cher pour être compétitifs dans leur métier. Alors, bien sûr, quand on a dit ça, bien sûr, la question c'est est-ce qu'il y a des projets? Est-ce que les industriels ont envie de se lancer? Un État sans les forces vives ne peut rien faire. Et là, le 27 janvier 2020, l'État lance un AMI hydrogène. Alors, il n'y a pas d'argent. Cet AMI hydrogène, ça n'a qu'un objectif, c'est de recenser toutes les intentions de tous les acteurs économiques, que ce soit les industriels, les régions, de recenser la volonté de s'engager dans l'hydrogène à travers des manifestations d'intérêt qui décrivent des projets potentiels. Alors, bien sûr, le résultat de cette AMI, en gros, les projets ça a été une avalanche de projets, a permis d'élaborer la stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène qui a été présentée à Paris, à la Maison de la Chimie, la Maison d'Amérique latine, le 8 septembre 2020. Et là, l'État annonçait dans ce plan qu'il allait lancer des appels à projets et introduire un mécanisme de complément de rémunération qui viserait pendant un certain nombre d'années à combler une partie du gap de compétitivité entre l'hydrogène gris et l'hydrogène vert pour permettre à l'hydrogène vert d'atteindre le seuil critique de compétitivité. Ça s'est très rapidement matérialisé puisque 8 septembre, 13 octobre, il y a 2 appels à projets qui sont publiés, l'un par l'ADEME, l'autre par le SGI, le secrétariat général d'investissement. Le premier vise à… je vais les passer parce qu'il me manque un petit morceau. Voilà. Le premier vise à développer des écosystèmes territoriaux. Alors, le plan global, c'est 7 milliards. Mais là, on a presque 500 millions à dépenser à engager avant 2023. Donc, création d'écosystèmes territoriaux. Là, l'objectif, c'est d'aider des projets qui réunissent dans un même projet de la production, du transport et de la distribution et des utilisateurs d'hydrogène. Puisqu'on a bien compris que ce marché, on ne pouvait pas développer la production sans développer les utilisations et que tous les acteurs devaient travailler la main dans la main et se parler.
Là, en général, c'est des installations qui sont en puissance à peu près limitée à 20 mégawatts, mais aussi parce que c'est l'état de la filière qui fait qu'on ne peut pas partir tout de suite sur des très grands projets. Celui-ci est un peu différent, bon, il est un peu plus doté et vise des grandes installations qui vont plutôt être des démonstrateurs qui préparent en fait les grandes technologies. Alors, ce n'est pas de la recherche fondamentale, hein. C'est vraiment, je dirais, du développement appliqué avec la réalisation de grands démonstrateurs industriels et qui vont préparer le futur. Oui, alors quand on parle d'hydrogène vert, on parle probablement d'électrolyse. On n'a peut-être pas beaucoup de temps d'aborder ce point parce que c'est Vraiment, bon, oui, on va le survoler. Très rapidement, mais enfin dire quand même un peu les entreprises qui sont lancées là-dedans parce que je crois qu'il y en a un certain nombre, hein, mais très rapidement peut-être. Voilà, alors l'électrolyse, on ne va pas lire, vous plongez 2 électrodes dans de l'eau pure avec avec quelques produits, de la soude ou autre chose pour assurer une bonne conduction électrique et le miracle se fait, l'hydrogène se libère à l'anode et l'oxygène se libère à la cathode. Voilà, ça c'est assez simple, on a tous vu ça à l'école, simplement les électrolyseurs sont un peu plus industriels. Alors, si on regarde un peu, en gros, rapidement, il y a 3 grandes technologies d'électrolyseurs. La plus ancienne, la plus mature, peut-être celle qui a le meilleur rendement, l'électrolyse alcaline. Bon, on lui reproche d'être. Alors, en fait, elle a une densité, on lui reproche d'être assez peu dense, c'est-à-dire qu'en gros, les électrolyseurs alcalins sont gros, ils utilisent des KOH, par contre, ils n'utilisent pas de métaux nobles. Ils sont un peu lourds, on leur a reproché de manquer un petit peu de réactivité, être un peu long à démarrer, etc. En fait, tout ça, c'est en train de… il s'améliore. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, alors l'autre technologie, c'est la PEM, il faut quand même savoir que si 75% des commandes aujourd'hui d'électrolyseurs sont des électrolyseurs PEM, 75% de la puissance commandée actuellement, c'est de la K1, c'est-à-dire sur des installations de très grande production où il faut… L'alcalin domine le marché alors que la PEM domine. Alors la PEM, ça veut dire Proton Exchange Membrane. En gros, c'est né, ça a été inventé par la NASA bon, c'est plus dynamique. Le rendement est un petit peu moins bon. Le gros avantage, alors c'est un peu plus cher aussi pour différentes raisons. L'inconvénient aussi, c'est que les PEM utilisent un catalyseur qui est du platine. Là, on a un peu de nickel. Là, on a du platine. Donc, et le futur, alors, certains usages, c'est ce qu'on appelle les piles à les électrolyseurs à haute température. Alors, parce que, en gros, pour casser une molécule d'eau, vous pouvez utiliser de l'électricité, mais de la chaleur. Il faut savoir que vous pouvez casser une molécule d'eau à 4000 degrés, mais la chaleur coûte cher. Donc, les électrolyseurs à haute température, tout en thermique, est un juste compromis un peu entre les deux. On va chercher à tirer parti de toutes les pertes thermiques pour améliorer l'efficacité et on a presque 100% de rendement. Aujourd'hui, ces technologies ne sont pas encore matures. Un grand consortium s'est créé en France qui associe le CEA, Schlumberger et Vinci, qui s'appelle Genvia, qui est dirigé par Florence Lambert, qui justement était la personne en charge du projet NFI, etc. Genvia, son ambition, c'est de développer des grands stacks d'électrolyseurs alcalins. Voilà les 3 technologies. Alors, je ne prendrai pas parti entre alcalin et PEM. Ces technologies ont leurs avantages et leurs inconvénients, leurs forces et leurs faiblesses. Le marché est quand même extrêmement divers et le marché va se segmenter et on va voir probablement des domaines d'excellence pour chacun. Alors, les frontières bougeront un peu dans le temps, mais contrairement à ce que disent certains, la PEM ne remplacera pas l'alcalin, la SOEC ne remplacera pas la PEM. Ces 3 technologies vont coexister et se développer. Alors, le monde change tellement vite que je vais peut-être l'actualiser en tête. Alors, McPhy, que vous avez peut-être entendu, qui a fait quand même un parcours boursier assez incroyable, qui est détenu aujourd'hui à 20% par EDF. Attaway, qui est une petite société basée du côté de Chambéry, qui fabrique des stations hydrogène. Areva H2Gen, qui était la filiale d'Areva, qui ne s'appelle plus
Areva Gen s'appelle maintenant Olégen, et depuis qu'ils ont été rachetés par GTT. GTT, c'est juste le leader mondial des bateaux, des méthaniers. 80% des méthaniers sur la planète utilisent la technologie GTT, et donc GTT, bien sûr, travaille au développement de bateaux transportant de l'hydrogène liquide, mais ils ont racheté. Sylphen est une petite société spin-off du CEA qui travaille sur des électrolyseurs haute température et surtout sur la réversibilité, puisque les électrolyseurs haute température, ils peuvent être à la fois des électrolyseurs ou une pile à combustible. En général, il faut choisir le sens que Sunfire, allemand, Dresde, est leur principal concurrent. Les actionnaires de Sunfire, c'est EDF et Total. Nel, en gros, c'est l'héritage, pardon, c'est l'héritage de Norsk Hydro. C'est vraiment un leader dans l'électrolyse alcalin. Les Anglais, Hydrogenix. Alors, Hydrogenix, aujourd'hui, est contrôlé à 20% par Air Liquide. Giner, en gros, ils ont été rachetés par Plug Power. Vous avez vu dans la presse que Plug Power a racheté, Giner a racheté United Hydrogen et a signé un accord stratégique avec Renault il n'y a pas plus tard qu'il y a 3 semaines. Et puis, quelque chose. Et aujourd'hui, c'est quand même, il y a beaucoup d'acteurs européens. On peut dire que globalement, l'Europe a perdu la bataille du photovoltaïque. La France a perdu la bataille de l'éolien. Il y a très peu d'usines d'éolien. Quoi qu'en disent certains, je ne suis pas certain qu'on va gagner la bataille des batteries. Certains disent qu'on l'a déjà perdue. La bataille de l'hydrogène, on ne l'a pas perdue. On a encore toutes les chances de la gagner à condition qu'on y mette les moyens. C'est un peu ce que traduisait Nicolas Hulot lorsqu'il nous avait réunis pour préparer le plan hydrogène. Si on y va, il faut y aller fort, sinon on n'y va pas. Maintenant, alors, oui, pardon. Oui, la suite. Oui, si, ça coupait dans le micro. Vous deviez, oui, j'avais une diapo en plus, mais qu'il passe pas. C'est pas grave, c'est du direct. Hein, et je suis pas professionnel. Voilà. Bon, parlons maintenant un peu du transport, du stockage, parce que ça, il y a des aspects assez compliqués à résoudre. Oui, alors effectivement, comme vous avez vu, l'hydrogène est un gaz extrêmement léger qui prend énormément de volume. Donc, d'ailleurs, quand on regarde, si on voulait stocker toutes ces énergies que j'avais vues sur même à pression atmosphérique, il faudrait des réservoirs énormes. Vous voyez tout de suite que la taille comparée du réservoir de diesel ou d'essence avec le réservoir d'hydrogène pour stocker la même quantité d'énergie. Donc, ça, ce n'est pas envisageable. Donc, en gros, la solution principale qu'on utilisait, c'est de comprimer l'hydrogène. Bien sûr, c'est que plus on va comprimer l'hydrogène, plus la taille du réservoir va diminuer. Mais, et d'ailleurs, c'est une réalité. Vous pouvez, comme je vous le disais, doubler des camions hydrogène. Alors ça, vous pouvez en voir sur la route. Hein, c'est ce qu'on appelle des racks de bouteilles. Des tube trailers, c'est des camions qui portent des longues bouteilles très, très longues. Alors, il faut voir que ces camions, ça transporte 300 kg d'hydrogène et le camion fait 40 tonnes. Hein. Donc, aujourd'hui, une société comme Air Liquide transporte plus de ferraille sur la route que ArcelorMittal. Alors, d'autres préparent le futur. Là, c'est Hexagon, les Américains, qui envisagent de très gros cylindres en composite à 900 bars pour, bien sûr, densifier le transport. Alors, là, les petits réservoirs, c'est juste pour illustrer, cette fois-ci, quand on descend à petite échelle sur les véhicules, voir un petit peu. Il faut savoir que le réservoir d'hydrogène, c'est un tout petit liner étanche à l'hydrogène, et après, c'est 40 mm de bobinage, de fibres de carbone, fibres de Kevlar et autres. Donc, en gros, c'est un réservoir bobiné. Voilà, ça, c'est la réalité. Ça se transporte sous forme gazeuse. Mais en fait, le transport sous forme gazeuse va présenter des limites. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va vous la pression, bien sûr, la taille du réservoir va croître, l'épaisseur va croître, son poids va croître. Donc, on va gagner en volume, mais on va perdre en densité massive puisqu'on augmente le poids du réservoir. Et aujourd'hui, il y a une limite autour de 1000 bars, puisque après, le poids du réservoir devient tellement lourd, le réservoir est tellement épais qu'en fait, 1000 bars, c'est la limite de ce qu'on peut faire pour le transport comprimé. Alors, une autre solution, bien sûr, c'est de le liquéfier. Alors, la liquéfaction est très peu développée en France, en Europe, parce qu'il y a 3 usines de liquéfaction, une à Vaziers dans le nord de la France, une exploitée par Air Liquide, une à Leuna en Allemagne exploitée par Linde et une à Rotterdam exploitée par Air Product à Rotterdam.
C'est très peu développé et on va comprendre pourquoi. Alors qu'aux États-Unis, 80%, voire 90% de l'hydrogène transporté aux États-Unis est liquide. Alors pourquoi? Parce que liquéfier l'hydrogène, ça consomme beaucoup d'énergie, enfin beaucoup. On a vu tout à l'heure qu'un électrolyseur consommait environ 55 kWh pour produire 1 kg d'hydrogène. Le liquéfier, il y a 15 ans en arrière, il fallait ajouter 15 kWh. 55 plus 15. Aujourd'hui, les usines les usines récentes en fonctionnement consomment 10. Et les futures usines qu'on va probablement démarrer dans 5 ans ne consommeront plus que 7. Alors, on a divisé par 2 la consommation d'énergie. On n'ira pas au-delà parce qu'après, on va toucher des limites de la science et de la thermodynamique. Mais donc, ça veut dire que liquéfier de l'hydrogène, c'est de l'énergie, c'est des investissements, c'est un peu de perte d'énergie. Donc, il faut trouver sur l'autre plateau de la balance des bénéfices. En fait, l'autre bénéfice, c'est l'économie de transport. C'est vrai qu'aux États-Unis, les distances sont longues entre les centres de production et les centres de consommation, et on trouvait la justification à la liquéfaction par l'économie de transport. En Europe, vous faites 1000 km, vous avez traversé la moitié de l'Europe et vous avez trouvé sur votre chemin une autre source d'hydrogène. Donc, l'hydrogène liquide, c'est peu développé. La mobilité va changer radicalement la donne. Et ce n'est pas par hasard que l'américain Plug Power arrive en Europe avec une stratégie d'hydrogène liquide. Mais il n'est pas le seul. C'est que dans un véhicule automobile, pour gagner, parce qu'il faut la faire rentrer l'énergie dans un véhicule automobile, il faut comprimer l'hydrogène à 900 bars. Vous imaginez que comprimer un gaz à 900 bars, ça coûte cher. Mettre en pression un liquide à 900 bars pour remplir un réservoir ensuite à 700 bars, c'est quand même beaucoup plus facile. C'est bien connu dans les gaz, les pompes, etc. Deuxièmement, pour remplir un réservoir d'hydrogène, en fait, on est obligé de réfrigérer l'hydrogène à moins 40 degrés Celsius. Comme c'est un gaz très léger, en gros, les échangeurs manquent de performance. Quand dans le réservoir de la station-service, vous avez de l'hydrogène à moins de 50 degrés, vous savez que les moins 40 degrés sont relativement faciles à obtenir. Donc, ça veut dire qu'avec la mobilité, l'énergie que l'on aura mis dans la liquéfaction, c'est en grande partie de l'énergie qu'on ne consommera pas dans la station-service pour comprimer le gaz, pour réfrigérer le gaz. Et ça change toute l'économie d'hydrogène liquide qui va percer en Europe. Alors, on peut aussi le transporter par pipeline. Il faut quand même savoir que ce n'est pas une vue de l'esprit. Il y a 4500 km de pipeline qui transportent de l'hydrogène dans le monde. Alors, il y en a dans le nord de la France et dans le nord de l'Europe, principalement exploité par Air Liquide. Il y a un réseau de pipeline dans le sud du Texas, dans lequel Air Liquide est également un acteur important. Mais on projette également de développer dans le futur un vaste réseau de pipelines d'hydrogène en Europe. Alors, les réseaux de pipeline, ça ne va pas se construire en un jour, ça c'est une vision 2040. On part de ça, c'est-à-dire on part de pas grand-chose. Alors, vous pouvez vous dire, mais pourquoi dans le nord, là, il y a des pipelines plus qu'ailleurs? La raison est très simple. Vous avez ici, au nord de la Hollande, un gisement de gaz naturel qui s'appelle Groningue, qui est en fin de vie, qui est même dont l'exploitation a été arrêtée parce que la pression est devenue tellement faible que ça commence à provoquer des désordres sismiques. Et l'arrêt de ce gisement a brutalement libéré toute une série des kilomètres et des kilomètres de pipelines de gaz naturel qui sont désormais libres pour faire autre chose. Et bien entendu, Gaz et Uni, puis tous les gaziers de la zone, Gertega, enfin tous les gaziers de la zone se sont dit, finalement, ces pipelines qui ne vont plus être utilisés pour le gaz naturel, on va les utiliser pour transporter de l'hydrogène. C'est pour ça que ça démarre ici, autour des pipelines de gaz naturel qui vont être abandonnés. Et puis, partant de là, ça c'est une vision 2030, on va commencer à construire d'autres réseaux. Et puis, l'objectif, c'est d'arriver en 2040 à ça. Et il faut savoir que le réseau de pipeline de gaz naturel en Europe, on l'a construit en 60 ans. On va aller beaucoup plus vite dans les réseaux d'hydrogène parce qu'on va pouvoir récupérer un certain nombre de canalisations de gaz naturel qui ne seront plus utilisées pour le transport de gaz naturel. Alors, maintenant, on peut faire autrement. On peut aussi transformer cet hydrogène en d'autres produits.
vous prenez de l'hydrogène, vous l'associez avec du CO2, vous faites du méthane, ça s'appelle une réaction de Sabatier, et en faisant ça, vous pouvez utiliser toutes les infrastructures existantes de transport de méthane, de stockage, etc. Bon, alors, ça dégage beaucoup de chaleur, ça libère également pas mal d'eau. Mais ça, l'eau, on ne va pas la transporter. La chaleur, la réaction est réversible, c'est-à-dire qu'à l'arrivée, il faudra de l'eau et de la chaleur. La question, c'est ça mobilise aussi beaucoup de CO2. Qu'est-ce qu'on fait du CO2 au point d'arrivée? Et sachant que ça ne se transporte pas, est-ce que je le ramène à l'origine? Bon, c'est une solution, mais en particulier qui peut intéresser des pays qui ont de grandes infrastructures. On peut fabriquer du méthanol. Le méthanol, on a vu que c'est du liquide, ça se transporte dans un camion-citerne, c'est intéressant, mais pour transporter 100 kg d'hydrogène, il faut transporter 530 kg de méthanol. Ça mobilise moins d'eau, ça mobilise moins d'énergie, mais ça mobilise 50% de plus de CO2. Donc, les vecteurs chimiques à partir de carbone posent le problème de la gestion du carbone et du CO2. Voilà. Bien sûr, tout le monde pense à l'ammoniac, parce que l'ammoniac, finalement, il y en a plein l'atmosphère, et à l'arrivée, on peut le rejeter dans l'atmosphère sans aucun problème, il n'y a pas de gaz à effet de serre. Le problème de l'ammoniac, c'est que c'est un gaz toxique. Même si les fuites sont relativement faibles, en dessous de la toxicité, c'est un puissant gaz à effet de serre. C'est un précurseur de nanoparticules. Et clairement, l'Europe en gros, il y a une directive européenne qui demande à tous les États de réduire par toutes les voies possibles les émissions d'ammoniac. Donc, on peut se poser la question, comment développer une industrie de l'ammoniac sans fuite, etc. Et puis, même si c'est un gaz toxique, et même si c'est un gaz très toxique, même à l'état de petite fuite, ça peut en fait avoir des effets. Vous imaginez une petite fuite, compte tenu du pouvoir olfactif de l'ammoniac, en quelques dizaines de minutes, vous saturez tout le système d'urgence. Vous avez des appels au 18 qui écroulent le système, le 15, le 17, c'est-à-dire que l'ammoniac ne tuera personne, mais une fuite d'ammoniac risque de provoquer des morts par crise cardiaque, par AVC, tout simplement parce que les gens n'auront pas, leur appel au secours n'aura pas arrivé à temps. Donc l'ammoniac pose problème, c'est vraiment un système probablement entre industriels, de point à point. On n'imagine pas distribuer de l'ammoniac, peut-être sur des bateaux, etc. Et puis, vous pouvez utiliser, je vais faire d'autres techniques. Alors, Chiyoda, c'est un très grand groupe chimique japonais qui, lui, envisage d'utiliser… Alors ça, c'est pareil, les deux produits sont très toxiques pour la vie aquatique, toluène et méthylcyclohexane, donc c'est regardé pour du transport maritime, entre industriels, entre points maritimes. Un petit zoom sur une boîte allemande, Hydrogenius. Alors, eux sont partis d'une huile qui s'appelle le dibenzotoluène, un produit très peu toxique, un produit commercial banal, utilisé comme fluide caloporteur. Et bien sûr, ils ont emprunté une technologie de l'agroalimentaire qui s'appelle l'hydrogénation. On a vu qu'on hydrogénait des huiles pour faire des matières grasses. Eux, ils hydrogènent du dibenzotoluène pour en faciliter le transport parce que ça se transporte dans un camion-citerne, etc. Et puis, un petit coup de zoom sur une start-up française que j'aime beaucoup, qui est ICLab, basée à Aix-en-Provence. Et eux, en fait, ils proposent de travailler avec quelque chose qui ressemble à un hydrocarbure, mais qui s'appelle un polysiloxane, c'est-à-dire c'est une molécule qui, un peu comme le Canada Dry, qui ressemble à un hydrocarbure, mais qui n'est pas de l'hydrocarbure, parce qu'on a remplacé les atomes de carbone par des atomes de silicium. Et bien entendu, quand vous relarguez de l'hydrogène chez le client, dans un cas, vous émettez du CO2, qui est un gaz à effet de serre. Je rappelle que le dioxyde de silicium, qui est l'équivalent du CO2, c'est du sable. Et donc, il n'y a pas de problème. Donc, c'est vraiment une technologie. Et puis, le gros avantage d'ICLab, on a vu qu'ici, la fabrication du produit relarguait de la chaleur, c'est-à-dire qu'à l'opposé chez le client, pour récupérer l'hydrogène, il faut fournir de l'hydrogène. La chimie des polysiloxanes, c'est tout à fait le contraire. L'énergie, on la met à la fabrication, c'est-à-dire en général dans des endroits, dans des usines industrielles où on sait gérer de l'énergie pas chère, mais chez le client, il n'y a pas besoin d'énergie. On met le produit, de l'eau, un catalyseur, ça libère à la demande de l'hydrogène.
et ça dégage même de la chaleur que vous pouvez, le cas échéant, valoriser si vous en avez l'usage. Voilà. Alors, la dernière façon, en gros, l'hydrogène, vous avez une foule de matériaux qui sont des éponges à hydrogène. Là, j'ai donné une vague cartographie. Il y a de quoi alimenter des générations de chercheurs. Ça ressemble à la chimie des batteries. En gros, le magnésium, le lithium, etc., etc. Ne me demandez pas si on a une qui va percer. Je n'en sais rien. Mais clairement, là, il y a un vaste champ de recherche autour de l'utilisation d'absorbeurs, absorption d'hydrogène sur des matériaux pour le transformer sous la forme solide. Voilà. Alors, maintenant, il faut le stocker. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'hydrogène, ça se stocke exactement comme le gaz naturel. Ça se stocke dans des cavités souterraines. Souvent dans des cavités qui ont été lessivées dans des couches de sel. Alors, dans les couches de sel, on stocke de tout. On stocke du gaz naturel, des hydrocarbures, des produits chimiques, de l'air comprimé et bien sûr de l'hydrogène. Et ce n'est pas le futur. Aujourd'hui, Air Liquide exploite aux États-Unis le plus grand stockage d'hydrogène dans une cavité saline. C'est comme le gaz naturel. Et si vous regardez la cartographie des couches de sel en Europe et tous les réservoirs, en fait, on n'a pas de problème géologique pour stocker en souterrain de l'hydrogène. Et aujourd'hui, il faut savoir que Storengy, une société très active dans le stockage d'énergie en Europe et en France, va annoncer qu'elle allait lessiver à Étré, dans l'Ain, des cavités nouvelles pour stocker de l'hydrogène et va utiliser des cavités existantes à Manosque pour stocker l'hydrogène. Et le projet HYPER va être le premier démonstrateur de stockage d'hydrogène vert en cavité saline. Alors… Oui, Cavendish avait appelé l'hydrogène l'air inflammable. Oui. On va passer un petit moment quand même, très peu, parce que le temps passe, sur la question de sécurité. Il y a quand même eu quelques dégâts qui ont existé à Norvège, etc. Que penser d'une voiture dans laquelle on lui mettra dans son réservoir de l'hydrogène, un gaz épouvantable, à 700 bars il a peur, je pense. Alors, pas si épouvantable que ça, parce que d'abord, l'hydrogène, comme je l'ai dit, n'est pas toxique. Le deuxième avantage, c'est que l'hydrogène, en gros, est un gaz extrêmement léger, qui diffuse extrêmement rapidement dans l'air, c'est-à-dire qu'en cas de fuite d'hydrogène, le risque n'est pas autour de la fuite, il est au-dessus de la fuite. Contrairement à des hydrocarbures liquides ou du GPL qui, lorsqu'ils se répondent, s'étalent au sol et provoquent des feux de nappe. Donc, et troisièmement, on va y revenir, c'est que la flamme d'hydrogène, c'est un jet de vapeur d'eau, ça ne rayonne pas dans l'infrarouge. C'est-à-dire que vous pouvez être à côté d'une flamme d'hydrogène qui fait plusieurs mégawatts. Bien sûr, si vous la traversez, je ne donne pas cher de votre peau, mais même à 5 ou 6 mètres d'une flamme d'hydrogène extrêmement puissante, vous n'en sentirez même pas la chaleur. Donc, en fait, il y a des inconvénients. Il faut savoir qu'une chose, d'une manière générale, toutes les énergies sont par nature dangereuses. Puisqu'elles sont capables de libérer énormément d'énergie en peu de temps, si elles sont mal utilisées, mal maîtrisées, c'est dangereux. Toutes les énergies sont dangereuses. Après, voilà. Alors, juste, je pense qu'il faut laisser un peu parler les images. Ça, ce sont les images de crash test d'un véhicule Hyundai. Bien sûr, vous imaginez les crash tests de voiture, ce que ça peut être. La voiture détruite. La seule chose qui n'a pas été détruite, qui n'a subi aucune déformation, c'est le réservoir d'hydrogène à 700 bars. Alors, je n'ai pas pu récupérer les photos, mais on a fait sur un centre d'essai militaire un essai de tir avec des munitions militaires sur un réservoir d'hydrogène rempli à 700 bars. Le réservoir n'a pas explosé. Ça a fait un grand pchit, très bruyant, parce que l'écoulement est supersonique. Bien sûr, comme c'est de la fibre, il y a une espèce de hérisson là, avec plein de fibres, mais le réservoir n'a pas explosé. Et même pire, je dirais, sur un des tirs, avec une munition puissante, la base est restée fichée dans le réservoir et n'a même pas percé. Ce qui d'ailleurs nous a posé un problème parce qu'on est arrivé à la conclusion que le réservoir avait été fragilisé par la munition,
qui n'avait pas percé, donc on ne savait pas qu'il était percé, et donc il pouvait potentiellement présenter. Vous me direz, si un jour vous subissez avec votre voiture un tir de Kalachnikov ou de FAMAS, à mon avis, vous avez un autre souci que votre réservoir d'hydrogène. Mais sur cette petite vidéo, je vais vous montrer pourquoi, et je vais vous le commenter après, les pompiers adorent les véhicules, et je suis sincère, adorent les véhicules à hydrogène. Le principal risque pour un pompier, c'est une voiture qui prend feu, ce n'est pas la fuite d'hydrogène, c'est la voiture qui prend feu et c'est le comportement du réservoir dans un véhicule en… Ah, attendez. Ah, j'ai un petit problème. Voilà. On va regarder, ça dure 1 minute. Alors, bien sûr, bon, le feu est mis à la voiture et dedans a été installé un réservoir d'hydrogène et on va regarder ce qui se passe. Et je le commenterai après. Donc, le feu s'installe. Bien sûr, le réservoir chauffe. La pression monte dans le réservoir. Et puis, à un moment, la soupape de sécurité va s'ouvrir. Ça se passe à l'ENSOP, c'est de côté d'Aix-en-Provence. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit bien sûr le jet de gaz enflammé. L'hydrogène s'est enflammé spontanément parce que le voiture en feu. Les pompiers interviennent. Selon le protocole, ils éteignent. Le réservoir s'est vidé en moins d'1 minute. Le feu va être éteint en moins de 2 minutes. Voilà, l'affaire est terminée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La soupape s'est ouverte. La flamme, le jet d'hydrogène s'est enflammé, ça a duré 1 minute. La flamme d'hydrogène ne rayonnant pas dans l'infrarouge et n'ayant pas d'effet d'accumulation, parce que c'est un gaz qui diffuse très vite, le feu ne s'est pas communiqué au véhicule, il n'y a pas eu d'embrasement général du véhicule. Au bout d'1 minute, il était éteint. Et voilà pourquoi les pompiers adorent. Vous pouvez regarder sur YouTube, il y a quelques vidéos, notamment sur des feux de véhicules à batterie, notamment de marques célèbres américaines, et notamment un en Suisse où il a fallu 40 pompiers, 5 engins et 2 heures pour éteindre la voiture. Voilà, un peu ma présentation. Le temps est venu aux questions. Merci beaucoup.